Voici un camion-citerne d'une contenance de près de 41 000 litres. L'Airbus A380 contient près de 8 fois ce volume de 41 000 litres et non pas 10 après vérification. Voici les roues du train d'atterrissage d'un Airbus A380, qui supporte le poids de 310 000 litres de kérosène après correction, plus le poids de l'avion lui-même, plus le poids des passagers et de leurs bagages. Tout ceci avec des trains d'atterrissage rétractables. C'est quand même étonnant quand on y pense. Ces énormes et puissants turboréacteurs fixés aux ailes et alimentés au kérosène qui se trouvent à l'intérieur de celle-ci. Un poids en charge maximale de 571 tonnes. 571 tonnes qui semblent flotter à l'atterrissage. Observez cet avion massif décoller à la verticale en 20 secondes. Now if you consider that's at least whoosh. Now that didn't expect that. Und eine Schräglage, verehrte Gäste, bei allem Wohlwollen. Da rutschen natürlich die Kaffeetassen auf die Seite und hängen dann in den Seilen. Aber das sind die Grenzmann. Il manœuvre comme s'il flottait. Mit wie viel Technik, mit wie viel Akribie die Aerodynamik berechnet wurde, dass mit diesem Luftfahrzeug Wahnsinnsgerät derartige Fluglagen erreicht werden können. Hat natürlich auch etwas Fantastisches. Systems are so incredibly accurate that our two pilots today, they're both experimental test pilots, Peter Chandler and Wolfgang Hansmeyer, are able to maneuver the aircraft just like this, effortlessly.
sans aucun effort. Ich kann nur noch mal wiederholen, verehrte Gäste, Sie werden nie wieder auf einem Flughafen oder... One of the most important things about this aircraft, aside from the fact that you can operate from surprisingly small airports for such an enormous airplane. Le commentaire en voix off précise que cet avion a le ratio de consommation de fuel par siège le plus bas de tous les appareils existants. Foutaise. Marcherait-il sur l'eau? Ce genre d'image sert à nous faire croire que les ailes de l'avion sont très solides. Sur ces images d'un crash, tout a brûlé, sauf les ailes super résistantes qui contiennent le kérosène. Serions-nous manipulés une fois de plus ? Je n'ai pu trouver une image d'un crash où les ailes sont brisées ou pénétrées de telle manière que l'on puisse voir l'intérieur. Ici, les ailes sont quasi intactes. Quand le crash est très violent, les ailes sont pulvérisées. Pas une seule image où l'on peut voir la structure interne de l'aile brisée. Serait-ce un hasard ou une nécessité? Les amis, ces moteurs fonctionnent à l'air comprimé et à la résonance. Voilà ce qu'ils nous montrent au sujet des turbines. Et voilà ce que l'on constate sur ces images. Est-ce que cet avion vous semble arriver à la vitesse de 290 km/h? Airplanes. Et ce soleil si proche. Chaque jour, des milliers d'avions sont propulsés par des milliers de turboréacteurs. Mais d'où ces milliers de turboréacteurs tirent-ils leur propulsion? Depuis l'aube de l'aviation, l'homme a cherché des moyens de propulser ses avions. En 1903, les frères Wright fabriquèrent les premières hélices pour leur avion et ils étaient très excités. Turbine en mode test. Un tuyau vient d'être enlevé, ce qui était la cause des flammes au démarrage. Manipulation. Nous n'avons ici rien d'autre que de l'air.
Hopefully it recorded everything. Let's take a look at those ceramic blades once it winds down, eh? I didn't really see, but there was quite a bit of fire out the back, eh? Was it exciting? Quite a bit. I think that's the way they... Avez-vous vu des flammes sortir de la turbine en dehors de celles du démarrage? I'm still shaking. La roue des potiers. Documentaire d'époque de General Electric sur la fabrication d'isolants en porcelaine, que l'on voit ici placé dans un séchoir. Un siècle plus tard, ces mêmes isolants sont toujours utilisés partout dans le monde. Ces câbles sont fabriqués en aluminium avec une certaine quantité de nickel. Voici une authentique centrale électrique. Une centrale basée sur la résonance qui produit et distribue de l'électricité. Ne vous êtes-vous jamais demandé pourquoi ce genre d'installation n'a jamais été amélioré par une technologie plus pointue comme la plupart des choses dans notre monde? En fait, cela ne devient de l'électricité qu'à partir du transformateur de votre rue. C'est dans cette cavité que l'électricité de votre maison est produite. Ces grandes structures métalliques et certaines grandes tours urbaines servent à produire cette résonance. On nous a tellement menti sur notre ciel. Voici de la résonance. L'air, c'est de l'énergie. Il y a une section, l'électricité dans l'atmosphère. Pour chaque mètre franchi en ascension, le voltage de l'air augmente de 100 volts environ. Il est possible de puiser dans ce voltage en utilisant ce qu'on appelle des lignes équipotentielles. Le sol est donc négatif par rapport au ciel qui lui est positif. Et selon Feynman, cela va jusqu'à 50 km d'altitude, endroit où l'air est très conducteur. Nos contrôleurs savent parfaitement comment puiser l'énergie dans la résonance et le font depuis des siècles. Tout d'abord au moyen de clochers d'église et d'immenses porte-drapeaux, et aujourd'hui au moyen d'un réseau mondial de gigantesques tours et autres structures métalliques de taille. Il est écrit dans les spécifications de l'A380, générateur électrique à fréquence variable. Bon, il nous faut réaliser que tout ce que l'on nous montre, tout ce que l'on nous dit sur le sujet est une succession de mensonges permettant à la manipulation d'exister. Tiens, regardons celles-ci. Elles sont un peu lâches, c'est normal. C'est comme ça qu'elles doivent être. Donc il n'y a pas de vraie résonance, elles ne sonnent pas comme certaines autres lames que l'on peut voir sur YouTube. Et on va le constater maintenant. Donc là, par comparaison, il va nous montrer ce qu'est la résonance de lame en céramique.
Il est aussi important de préciser que ce n'est pas en regardant une ou deux vidéos sur YouTube que nous allons tout comprendre. Je vous encourage à faire vos propres recherches sur ce sujet et à les partager. Il est temps maintenant d'introduire le principe de la production d'énergie piézoélectrique. Ce patch piézoélectrique convertit l'énergie mécanique en électricité, que cette carte électronique gère en la régulant. La lampe LED nous montre l'énergie produite par la tension mécanique appliquée au patch. Plus cette tension est importante, plus la quantité d'énergie produite augmente. Cette énergie sort à 3,6 volts jusqu'à 100 mA. Ajoutez-y un supercondensateur et vous stockerez l'énergie produite. Maintenant, nous allons charger le supercondensateur. Séquence considérablement raccourcie. Connectez la lampe LED et observez l'amélioration. Ces patchs piézoélectriques en céramique peuvent être fabriqués sur mesure pour tout type d'application. Pourquoi pas ce même principe de récolte d'énergie pendant le décollage, le vol et l'atterrissage? Vous voyez où je veux en venir. Maintenant, écoutons ce que nous dit Jonas Senodge à propos des airplanes. Petite vidéo rapide comme d'hab. J'ai fait du shopping aujourd'hui et j'ai fait une bonne affaire. J'ai eu ce livre pour $6 dans un de ces magasins discount, un bouquin sur l'Airbus A380, un monstre absolu. Regarde ça. Alors, si tu regardes, sur le cône du réacteur, on a le symbole du vortex, la spirale. Il vous donne toujours des indices. Là, regardez là, on voit bien la spirale. Là. Et il y a 4 de ces moteurs qui sont attachés à ce monstre volant. Ici, on a une vue de l'intérieur d'une turbine qui vous donne une idée de la manière dont l'air est aspiré puis se transforme en combustion dès que la bonne température est atteinte. La puissante compression de l'air crée une propulsion de l'autre côté de la turbine. Encore le cône ici, en gros plan. C'est vraiment une merveille d'ingénierie. Et c'est réellement la seule façon de décrire ces avions et leurs moteurs. Regardez si vous n'en avez jamais vu. C'est vraiment fantastique. Je feuillette le livre pour vous montrer d'autres images de ces moteurs. Et il y a un petit moteur sur la queue de l'avion qui ressemble à un pot d'échappement et qui en fait fait office de démarreur en aspirant l'air et qui est autonome. Quand l'air ainsi aspiré atteint la bonne pression, il est acheminé vers les turboréacteurs par tout un système de tuyauterie déployé dans les ailes. Et ces ailes sont vraiment énormes. Bon, je vous fais la méthode habituelle, en feuilletant les pages en direct. Vous les avez déjà probablement vus voler. Moi, je n'ai pas eu la chance d'en avoir pris un jusqu'à présent. Mais vous voyez où je veux en venir, n'est-ce pas? Bon, je reviens en arrière. Ah, voilà les ailes. Les ailes au moment de leur construction. Quand ils les testent, et je vous l'ai montré déjà, il me semble, ils leur font subir une amplitude de mouvement. Je ne sais plus, je crois que c'est 1,80 m ou quelque chose comme ça, vers le haut et vers le bas. Ils insistent beaucoup sur la flexibilité. Je sais qu'il existe des tests hydrostatiques qui consistent à mettre un liquide à l'intérieur d'un volume et d'en observer les effets, vérifier l'étanchéité par exemple, mais ils ne le font pas lorsqu'ils testent les ailes, car il n'est pas prévu de liquide dans ces ailes. Je l'ai déjà dit, je le dirai encore. Regardons un peu en détail, qu'est-ce que dit la référence 171?
Revêtement, panneau, bla 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 bla. Wing skin panel, blah blah blah. Wingtip tank 167. So it's showing you've got tank. Oh, here's a better. There we go. Ah voilà, voilà, c'est là que je voulais aller en fait. Le fuel system, il est écrit, il est communément accepté que le système d'alimentation au kérosène d'un avion a un réel impact sur ses performances, plus que n'importe quel autre, avec 11 réservoirs séparés, 21 pompes et 43 valves. Celui de l'A380 est l'un des plus avancés au monde. La taille et l'envergure de l'A380 exigeaient un nouveau concept d'alimentation au kérosène, car en pleine charge, il faut emmener 118 tonnes de kérosène dans chaque aile. Bon, vous lisez ça comme moi, je suis dans la Twilight Zone ou quoi? Ok, on continue. Le gros porteur peut supporter une charge de 320 000 litres de kérosène, ce qui fait 250 tonnes métriques. Ok. Une voiture, c'est quoi? 2 tonnes? Tout ça sur les ailes, à l'intérieur des ailes. Ce qui offre un rayon d'action de près de 13 000 km. Donc là, il nous montre les réservoirs de kérosène. Et il y avait quelque chose d'autre, si je peux le trouver. Voyons ici, il y a 7 réservoirs de transfert, le chiffre 7, ils aiment bien le chiffre 7. Chaque moteur a son réservoir source, chaque réservoir source a un collecteur, permettant une zone tampon d'1 tonne de kérosène. Mais quand l'avion décolle et qu'il vire dans ses manœuvres, vous ne ressentez jamais de transfert de charge, ni dans les turbulences. Quand vous atterrissez, la sensation du poids de l'avion n'a pas changé, exactement la même chose qu'au décollage. Donc si un pilote est à l'écoute, qu'il parle. On a quelques chiffres ici, le volume en litres, le poids en kilos, et là on a la densité par litre, 785 grammes par litre, un litre étant considéré comme 1 kilogramme d'eau, donc ce n'est pas loin. Oups, pardon, ma maladresse habituelle. Donc voilà, c'est phénoménal. Et là, il vous montre comment ils font le plein avec de gros tuyaux. Mais regardez, l'A380 utilise du fuel Jet A et du Jet A1. Je n'invente rien, ils nous disent que ce fuel liquide va remplir les ailes, un plein durant 45 minutes, à une pression de 40 PSI. C'est un non-sens. Il est impossible de mettre du fuel liquide dans des ailes. Je n'y crois pas. Cet avion est un chef-d'œuvre d'ingénierie. Et n'oubliez pas qu'ici se trouvent les trains d'atterrissage rétractés. Et là, tout le système hydraulique des volets à l'intérieur des ailes, plus tout le câblage électrique. Et là, on a le démarreur, puis toute la tuyauterie interne qui nourrit ces magnifiques turboréacteurs. Voilà, c'était un sujet court. J'ai trouvé ce bouquin en solde et je l'ai acheté parce que je me suis dit que j'allais le mettre sur une étagère et qu'un jour, je regarderai ce livre en éclatant de rire à cet incroyable mensonge d'un kérosène liquide remplissant les ailes d'un avion. Et au final, une fois de plus, comment ils nous ont dépouillés de notre argent depuis le début. Merci de votre attention. Le bruit de cette turbine est créé par le flux de l'air comprimé. Pour comprendre comment un turboréacteur démarre, il vous faut comprendre son fonctionnement en 4 étapes: aspiration, compression, combustion et propulsion. Prenons cette turbine générique que l'on trouve sur de nombreux jets. L'air pénètre par l'admission, puis passe au travers de lames, ce qui le comprime. Dans ce type de turbine, il n'y a qu'une rangée de lames. Puis, la majeure partie de l'air, ainsi comprimé, passe autour du moteur. C'est l'air de dérivation, qui fournit la plus grande part de la propulsion et du refroidissement. Notez bien ceci. L'air restant passe à travers de la partie chaude de la turbine, son moteur à combustion. Et ce faisant, cet air se comprime davantage en passant à travers 14 rangées de lames de compression. À la sortie de cette zone de compression, l'air, très fortement comprimé, est extrêmement chaud et passe dans un diffuseur qui le ralentit et le stabilise, avant de pénétrer la chambre de combustion où il est mélangé au kérosène et où il y a réaction.
Est-ce la chaleur de l'air de dérivation qui allume la chambre de combustion? Normalement, ce mélange d'air et de fuel dans un turboréacteur brûle constamment, contrairement à d'autres types de moteurs. Certains appellent cette section l'explosion, mais je préfère combustion. Cela décrit mieux le fait que ce mélange air-fuel est en combustion permanente. Ce n'est pas une série d'explosions successives. Quand le kérosène brûle, l'air se réchauffe et s'échappe au travers de ces lames de turbine. Sur celle-ci, il y en a 5 rangées. Les 2 premières sont les lames de haute pression et les 3 dernières sont les lames de basse pression. Le flux de l'air entraîne la turbine, qui fait tourner l'arbre sur lequel les lames de compression sont fixées. Et une fois passé dans la turbine, cet air chaud s'échappe par l'arrière, créant un peu plus de propulsion. Donc cela veut dire clairement que c'est l'air comprimé qui fournit le plus gros de la poussée. Donc, l'air qui passe dans la chambre de combustion doit être fortement comprimé pour bien se mélanger avec le fuel et, si celui-ci n'est pas suffisant, la turbine ne fonctionnera pas. Bon, d'où vient cet air comprimé? Sur la plupart des avions civils, il provient de l'une de 3 sources possibles, la plus commune, qui est l'APU, un groupe auxiliaire de puissance, qui est un petit moteur thermique placé sous l'empennage de l'avion, qui fournit de l'air comprimé, de l'électricité, qui alimente les systèmes électroniques de l'avion au sol et sert de supplément d'air comprimé et d'électricité en vol, et de source de backup pour tout besoin pneumatique ou électrique. Puis il peut aussi envoyer de l'air comprimé au démarreur pneumatique des turbines. Et il est suffisamment petit pour démarrer avec une batterie. Donc quand vous démarrez le jet normalement, vous utilisez l'APU. Assez simple. La vérité comme le nez au milieu du visage. La source, c'est l'air comprimé, les amis, et ça l'a toujours été. Les avions volent mieux en haute altitude, mais les gens respirent normalement en étant au sol. Donc, pour compenser ce bas niveau d'oxygène, l'industrie aérienne a inventé la cabine pressurisée. Aujourd'hui, toutes les compagnies aériennes ont des cabines pressurisées pour permettre aux gens de confortablement respirer. Mais puisqu'il n'y a pas de réservoir d'air à bord, celui-ci doit être acheminé dans la cabine par une autre source. Les turboréacteurs fonctionnent comme des successions de ventilateurs géants, avec de nombreuses, différentes lames. À l'intérieur de cette turbine, l'air part en spirale à travers toutes ces lames, tout en le compressant et en le chauffant juste avant qu'il ne soit mélangé avec du kérosène pour pouvoir propulser l'avion. Et parce que l'air est ainsi comprimé par les moteurs, sa charge en oxygène est alors augmentée, ce qui est excellent pour la turbine, car l'oxygène et le fuel peuvent alors entrer en combustion, mais c'est aussi un air respirable pour les passagers. Donc avant qu'il ne rentre en combustion, une partie de cet air est prélevé du moteur. C'est ce qu'on appelle l'air de prélèvement qui est acheminé à l'intérieur de l'avion. Il est encore un peu trop chaud pour être respiré entre 200 et 250 degrés Celsius. Donc il passe d'abord par l'intérieur des ailes, ce qui dans le même temps empêche la formation de givre sur celle-ci avant d'arriver dans l'avion pour le garder à bonne température et finalement être mélangé avec l'air de la cabine, suffisamment refroidi pour être agréable aux passagers. Voilà, de l'air frais venant de l'extérieur en haute altitude. L'air est ensuite régulé par une valve éliminant régulièrement l'excès pour toujours garder un air frais. Est-ce que cet excès de condensation qui requiert d'être évacué est ce que l'on voit ici et ce que l'on appelle communément contrails, à ne pas confondre avec chemtrails. Merci de votre attention. Hey les amis, 4e volet de ce dossier que j'appelle le Jet Fuel Hoax et que j'ai ouvert il y a quelques jours. Vous avez devant vous ce que représente un volume de 9000 gallons, environ 41 000 litres, dans un conteneur souple et transporté ici par un C-17 de l'armée américaine. Il y en a 3 et 2 sont remplis. Donc imaginez que l'A380 emporte à pleine charge 320 000 litres de kérosène, ce qui correspond à 8 de ses grosses poches dans ses ailes, dans son ventre et dans sa queue, comme vous allez le voir sur la séquence qui suit. Un nouveau fuel system. En pleine charge, l'A380 peut avoir 118 tonnes de kérosène dans chaque aile. Avec un système de gestion du fuel conventionnel, ce poids imposerait un énorme stress à leur structure. Les ingénieurs ont donc conçu un système dynamique pouvant en permanence répartir le fuel parmi les 11 réservoirs séparés, de manière à mettre le poids là où il est nécessaire. Au sol, le kérosène est réparti vers le centre de l'avion pour éviter aux ailes qu'elles ne plient trop sous le poids. Bon, là, petite parenthèse, pour moi, il y a un souci. Comment peuvent-ils répartir plus vers le centre de l'avion 320 000 litres de fuel, c'est-à-dire le plein avant de décoller, s'ils utilisent toute la surface des ailes pour obtenir cette capacité
Quelle que soit la répartition, c'est toujours le même volume, non? Continuons. Mais durant le vol, le fuel doit être pompé jusqu'à l'extrémité des ailes pour les empêcher de trop piller vers le haut. Il y a aussi des réservoirs dans l'empennage, dont le fuel est pompé vers l'avant durant le vol pour maintenir un centre de gravité parfait. Ce système de gestion du poids du kérosène fait de l'A380 l'un des avions les plus efficaces et économes du marché dans ses performances. Maintenant, imaginez une centaine de tonnes de fuel dans chaque aile, déplaçant leur volume quand celles-ci font ça. Il s'agit d'un test de stress sur une amplitude du haut vers le bas ou du bas vers le haut de plus de 5 mètres. Remarquez la finesse de l'aile de ce Boeing 787. Voici maintenant une simulation d'un liquide dans une aile en mouvement. Donc, d'après ce que l'on vient de voir, pendant cette montée et ce virage, il faut donc immédiatement un rééquilibrage du poids opéré par les pompes à fuel. Vous imaginez la puissance de ces pompes pour pouvoir faire le job correctement et sans erreur et dans les temps impartis? Moi, non. Merci de votre attention. 5e volet de ce dossier du Jet Fuel Hoax, qui devient très intéressant. Je voudrais vous parler de Victor Schauberger, un scientifique peu connu et théoricien de l'eau. Créateur d'une nouvelle science, métaphysicien et inventeur du moteur à implosion entre autres appareils, Schauberger n'a pas eu une vie facile. Il a été tourné en dérision, enlevé par les nazis, puis spolié par les Américains. Peut-être est-ce en raison des limites de la science moderne que nous n'entendons pas parler des travaux de ce personnage extraordinaire. Un ciel strié par des véhicules silencieux se déplaçant à des vitesses vertigineuses, des eaux cristallines, des plantes poussant harmonieusement, sans trace de produits chimiques, en utilisant seulement certains outils géométriques, des objets transportés par la seule force de l'eau. Ce ne sont que quelques images dans la gamme d'autres moyens imaginés par un homme de science, utilisant la technologie pour travailler directement avec la nature. Il s'agissait d'un Autrichien qui savait comprendre que la nature avait une sagesse supérieure et un génie dont les inventions peuvent être considérées comme un chemin à suivre. Il est question ici de Victor Schauberger, né en 1885 à Holzschlag, en Haute-Autriche. Schauberger est devenu conscient que la technologie développée par l'homme allait contre le cours de la nature, et s'est à un moment demandé, une telle technologie qui conduit à des troubles si graves dans la nature et qui fonctionne avec des effets si nocifs, ne devrait-elle pas être fausse? Schauberger parlait du cycle de la nature perturbée. L'homme ne représente qu'une étincelle, un micro-organisme dans la grande vie de la nature, qui s'est développé sous l'impulsion du succès apparent et à court terme. Une telle activité commence à perturber la vie marine dans son ensemble et semble préparer à sa fin la production qualitative de notre organisme appelé Terre. Schauberger a parlé de deux principes opposés existants dans la nature, le principe de la pression associé à l'explosion et le principe de détente associé à l'implosion. La pression mène à la destruction, l'explosion, la dissolution, tandis que l'implosion a des effets opposés. La contraction, la construction, a favorisé le développement de la vie. L'implosion augmente la densité, la structure et refroidit simultanément l'environnement. Sur la base de telles considérations, il a conçu le modèle du moteur à implosion. Schauberger a observé que les principes bien connus des moteurs à base d'explosion n'étaient pas appropriés pour la nature. L'explosion dans la chambre à combustion du moteur, dont la force est utilisée pour déplacer le véhicule, génère de la chaleur qui est ensuite transmise à l'environnement, résultant les effets nocifs bien connus du réchauffement. Quant au moteur à implosion, leur déplacement est absorbé par l'environnement. De plus, il le refroidit. Un dispositif intéressant créé par la grande imagination de cet inventeur est un tuyau avec une certaine géométrie à l'intérieur duquel on crée deux courants distincts. L'un de nature centrifuge, dirigé vers l'extérieur des parois, et l'autre centripète, concentré au milieu du tube. Le carbone se rassemble sur les parois en suivant le mouvement centrifuge, et le mouvement centripète résultant
sera particulièrement fort avec l'augmentation de la température et la diminution de sa densité. Il y a une interaction entre les deux courants avec des changements dans la composition des substances impliquées dans le processus. Le résultat final est un vortex très puissant qui absorbe, ou en d'autres mots tire vers le haut l'ensemble du dispositif. En conséquence, il augmentera et générera une force très puissante. Tel est le principe de fonctionnement de l'implosion. Au fond du tuyau est obtenue une masse de matière refroidie, propre et respectueuse de l'environnement. Je vous laisse regarder ces quelques schémas vous indiquant le principe du vortex. Malheureusement, Hitler entendit parler de Schauberger. Ils se rencontrèrent en 1934, mais Schauberger refusa la collaboration avec le Troisième Reich. Il travaillait au cours de cette période sur le moteur à implosion appelé répulseur et des objets volants construits sur cette base appelés répulsines. Il fut arrêté par les nazis et menacé de mort pour le forcer à continuer son projet au service de l'armée allemande. On connaît mal dans quelle mesure il a pu terminer ses travaux. Les seuls témoins en sont des pilotes américains qui ont vu dans le ciel allemand des objets volants non conventionnels. À ce moment, Schauberger travaillait aussi sur un autre projet, à savoir le sous-marin biologique, mais n'en a toutefois pas beaucoup parlé. À la fin de la guerre, beaucoup de ces brevets sont tombés entre les mains des Américains et des Russes qui étaient évidemment très intéressés par ces projets. Dans ces dernières années, il fut invité à travailler aux États-Unis sur le projet Répulsine, mais il a constaté que son travail était orienté à des fins contraires à sa conscience. Il eut le droit de quitter le pays pour l'étranger à condition qu'il donne tout ce sur quoi il avait travaillé et de ne jamais dire qu'il avait travaillé dans le domaine de l'implosion. Il fut finalement renvoyé en Autriche, où il ne vécut que peu de temps. Il répétait « Ils m'ont tout pris, je ne suis même pas moi-même ». Schauberger nous a quittés il y a longtemps et ses idées et innovations sont restées quelque part couvertes par la poussière de l'oubli, ou plutôt par le couvercle des contrôleurs. Le fil d'Ariane traversant toute l'œuvre de Victor Schauberger, considéré comme un magicien de l'eau, une légende de l'eau, que ce soit dans ses théories ou ses inventions, est le respect de la nature, de l'homme et de la création. Victor Schauberger disparut en 1958, et comme beaucoup d'autres personnes célèbres ayant osé briser les schémas de pensée traditionnels et montrer qu'il existe un autre type de connaissance, basé sur la morale, Schauberger a rencontré des oreilles sourdes, et pas seulement des gens l'ayant ridiculisé ou utilisé. Voilà les amis, je terminerai cette brève présentation de Victor Schauberger, que je vous laisse découvrir en vous laissant le lien en partie description, par ce schéma, qui me fait furieusement penser aux turboréacteurs de nos avions modernes. Pas vous? Se pourrait-il qu'il nous ait caché cette technologie du vortex qui n'est ni plus ni moins que de l'énergie libre et perpétuelle et qu'il l'utilise dans l'aviation commerciale sur certains types d'avions, principalement les gros porteurs depuis déjà un certain temps, nous faisant croire à une dépense considérable en kérosène alors qu'en fait celui-ci n'est probablement nécessaire que pour donner le change, que pour nous tromper par l'odeur. Vous rendez-vous compte de ce que cela voudrait dire? Cela voudrait dire qu'en fait, un gros porteur commercial équipé de cette technologie n'a pas besoin d'escale. Il peut voler indéfiniment. Et si l'on rajoute à ceci le principe de la résonance développé par Nikola Tesla, on obtient une combinaison encore plus efficace de vol à faible vitesse dans certaines phases de manœuvre de l'avion, qui donne cette impression de lévitation que l'on peut observer avec l'A380, le plus gros avion commercial jamais construit. Certains vont opposer ceci à l'effet de planeur, la portance de l'air. Et ils ont probablement raison dans l'ensemble. La portance de l'air fonctionne aussi avec l'A380, mais il n'en reste pas moins que celle-ci a des limites physiques. Le poids de l'A380 au décollage est absolument énorme. Et certaines images de mes précédentes vidéos sur le sujet me laissent perplexe. Mais regardons de plus près le manuel de procédure standard de service et de maintenance d'un A380 lors d'une rotation sur un aéroport quelconque, trouvé sur le site d'Airbus, dont je vous ai mis le lien en partie de description, et que j'ai parcouru de long en large, et comme vous pourrez le constater par vous-même, je n'ai trouvé aucune trace, je n'ai trouvé aucun schéma du volume, de l'emplacement ou de la répartition, des 11 réservoirs de kérosène supposés de cet énorme avion, alors que vous trouverez beaucoup d'autres schémas
sur tout un tas d'autres choses. Concernant le refueling, on trouve des infos sur le nombre et le diamètre des pompes utilisées, 4 pompes d'un diamètre de 635 mm dont la pression maximale doit être de 50 psi. Sur ce document, il nous indique une quantité de fuel Jet A de 242 700 litres à injecter dans 11 réservoirs dans un temps indiqué sur ce planning de service de 35 minutes pour une rotation de 90 minutes. Ce temps de refueling est le même pour une rotation de 140 minutes. Donc 242 700 litres, ce qui représente en volume 242 mètres cubes, divisé par 35 minutes et divisé par 4 pompes, ce qui nous donne 1733 litres de kérosène à transférer par minute par chacune des pompes en simultané. Est-ce vraiment réalisable en toute sécurité? Avant même ce problème de dangerosité, à savoir quand même que le jet fuel a une capacité d'ignition plus importante que le fuel normal, il y a un réel problème de volume. Pour faire entrer coûte que coûte 242 700 litres de kérosène dans les ailes, le ventre et l'empennage de cet avion, il faut disposer de 243 mètres cubes d'espace. Pour faire une comparaison, une piscine de particulier représente un volume d'environ 35 mètres cubes d'eau. Et le liquide, il faut le savoir, est incompressible. Donc la question du volume est où se trouve cet espace? Dans les ailes, dans le fuselage, dont on voit ici qu'une grande partie de son espace inférieur est réservée à la soute à bagages, et au train d'atterrissage. Plus j'avance dans cette histoire, plus je réfléchis, plus je trouve tout ceci totalement incohérent, impossible. Ce qui se cache derrière tout ça, c'est l'énergie libre, pour tous, perpétuelle, et sans dommage pour l'environnement. Et qu'avons-nous aujourd'hui? Une énergie polluante, le pétrole, qui va à l'encontre des lois de la nature, et qui sert de prétexte, d'index monétaire et de levier principal de pouvoir, parce que les masses ont gobé le mensonge de l'énergie fossile, sa soi-disant rareté, qui en fait donc son prix, et qui aujourd'hui sert de sang noir à tout type d'industrie. L'air comprimé allié à la résonance vibratoire offre des possibilités illimitées, perpétuelles et gratuites en termes de déplacement, entre autres choses bien sûr. Dossier à suivre, les amis. Une info avant de conclure. J'ai reçu ce matin un deuxième strike pour infraction aux règles de la communauté auquel j'ai fait appel bien sûr, pour une vidéo qui était sur ma chaîne depuis déjà de bien nombreux mois. Le premier strike, qui court encore jusqu'à la fin de ce mois-ci, concernait Duping Delight. Donc je suis maintenant à un strike de la fermeture de ma chaîne. Tout ceci ne m'étonne pas. C'est pour ça que j'ai créé ma propre plateforme de vidéos et que je vous ai demandé de me suivre, et à vous qui l'avez fait. En déboursant monnaie. Vous m'avez fait confiance et vous avez compris cette nécessité. Je vous en remercie du fond du cœur à chacun et chacune d'entre vous. Vous me permettez tout simplement de continuer, et c'est le plus important pour moi, pouvoir continuer à dénoncer l'insanité de notre monde, là où elle se trouve. Donc sincèrement merci, et n'hésitez pas à commenter et donner votre avis, et restez à l'écoute car cet énorme dossier va continuer. Portez-vous bien. Et à très bientôt sur informationtrèsvraie.com. Hello les amis, petit complément au dossier du Jet Fuel Hoax. Je vous présente le nouveau Concorde 50 ans plus tard qui s'appelle Boom, référence au mur du son puisque cet avion volera à Mach 2.2. Version réduite certes, mais terriblement high-tech. Regardez cette merveille, un véritable bijou de haute technologie. Le site vous explique les progrès effectués en termes d'aérodynamique et de consommation de fuel depuis 50 ans, pour ce qui concerne les vols supersoniques. Cet avion n'est pas encore en service, cependant 2 compagnies en ont déjà réservé quelques modèles. Il s'agit de Japan Airlines et de Virgin Airlines. Observez ces images de l'intérieur de l'avion en vous focalisant sur la gestion de l'espace disponible en cabine dans ce véritable tube. Par exemple, les coffres à bagages ne sont plus au-dessus des têtes mais au pied des sièges. Regardons rapidement les spécifications techniques et plus particulièrement les propulseurs, dont on nous dit qu'ils sont au nombre de 3, que ce sont des turbofans medium bypass sans poste de combustion à géométrie variable en entrée et en sortie. Observez la finesse de cet avion et surtout celle des ailes.
Maintenant, jetons un coup d'œil sur la société Boom elle-même, basée à Denver, Colorado, dont le CEO s'appelle Blake Scholl. Cette page nous dit entre autres ce qu'ils ont déjà fait, et on y trouve deux choses intéressantes. Leur application dans la conception des ailes de l'A380. Et également dans le programme d'ingénierie du deuxième étage de Falcon 9 de SpaceX. On descend plus bas et on voit les logos de la NASA, de Lockheed Martin, de Gulfstream, de SpaceX, etc., etc. Puis on a l'équipe, tous de parfaits inconnus. Puis on a The Advisory Board, le comité de conseil. Qui voyons-nous au comité de conseil? Le capitaine Mark Kelly, astronaute de profession. Bon, vous voyez ce que je veux dire. Mais la NASA n'est pas l'objet de cette vidéo. L'objet de cette vidéo est de comprendre une chose et une seule, ce qui se résume en une question. Où se trouvent, sur cet avion, les réservoirs de fuel? En l'état actuel des choses, il n'y a aucune info précise sur la consommation future de cet avion par heure de vol. On nous dit vaguement ici que celle-ci est à peu près égale à la consommation d'un siège en classe business pour un vol non supersonique. Mais nulle part de quantité précise, ni l'emplacement des réservoirs pourtant indispensables. Alors, pour me faire une idée approximative, bien sûr, de la quantité de fuel nécessaire à cet avion pour effectuer un vol New York City-Londres dont la durée annoncée sera de 3h15 sans escale. J'ai donc fait une estimation en comparant avec la consommation d'un vol du Concorde à l'époque, dont vous trouverez facilement qu'elle était d'environ 30 000 litres par heure de vol supersonique. En considérant que 50 ans plus tard, cette consommation a diminué de 50% grâce aux progrès techniques, c'est-à-dire 15 000 litres de kérosène pour une heure de vol du Boom en supersonique. Ça, c'est l'estimation, à la louche bien sûr. Et à mon avis, je suis dans la fourchette basse. Résultat, pour un vol sans escale New York City-Londres, le Boom devrait emporter, dans ses réservoirs, 48 750 litres de kérosène, ce qui correspond à un volume, et rappelez-vous que le liquide n'est pas compressible, de près de 49 mètres cubes. Voici une citerne d'une contenance de 40 mètres cubes. Regardez bien le volume. Alors, je répète ma question. Où, dans ce magnifique avion supersonique, cette quantité de carburant est-elle stockée? Dans les ailes? Dans le fuselage? Au-delà même de toute autre considération technique des performances annoncées, il s'agit d'un billet qui va coûter un prix élevé, en grande partie à cause des dépenses en fuel liées au vol. Donc il faut bien qu'il y ait des réservoirs pour l'emmener, ce fuel. Regardez bien cet avion une fois de plus, ainsi que cette citerne. Où se trouve ce volume disponible dans l'avion? Voilà les amis, un autre élément à mettre au dossier du Jet Fuel Hoax, qui est tout simplement celui de l'énergie libre qu'il nous cache. Une technologie très avancée, basée sur l'air comprimé et la résonance, semble équiper les turboréacteurs des gros porteurs commerciaux et probablement militaires également. N'oubliez pas de regarder les autres vidéos de ce dossier du Jet Fuel Hoax dans le transport aérien sur le site d'ITV. N'hésitez pas à commenter cette vidéo et à la partager au maximum. Merci de votre attention et à très bientôt sur ITV. Le 2 mars 1969 décollait de l'aérodrome de Toulouse-Blagnac pour son premier vol inaugural, le fameux Concorde, premier avion supersonique commercial volant à Mach 2 et qui permettra de relier New York City à Londres en un peu plus de 3h30. Fabuleuse réalisation technologique de cet avion de 100 places propulsé par 4 turboréacteurs à post-combustion, très gourmand en kérosène, nous dit-on. Gourmand? Mais à quel point? Eh bien, au point de devoir emmener 119 000 litres de fuel dans ces réservoirs que l'on dit situés dans les ailes pour la plus grande partie et dans l'empennage pour le reste. Restons concrets.
119 000 litres de fuel, ça représente un volume de 119 mètres cubes. Vous avez devant vous un camion-citerne d'un volume de 100 mètres cubes. Et ce volume, il faut le trouver dans les ailes. Et pour le reste, 19 mètres cubes dans l'empennage. Encore une fois, regardez bien cette énorme citerne de 100 000 litres. Et on nous dit que le Concorde s'envole avec le contenu de ce camion-citerne. J'hallucine complètement. Les amis, il faut se rendre à l'évidence. Le jet fuel hoax est bien réel. Si du kérosène est utilisé dans l'aviation commerciale et militaire, je pense que les quantités annoncées sont, une fois de plus, une énorme entourloupe. Mais à ceux chez qui la dissonance cognitive se manifeste trop puissamment, genre, non, c'est impossible, trop de gens doivent être impliqués. Eh bien, détrompez-vous. Une poignée de responsables clés et c'est tout. Tout le reste n'est qu'une question de training, de formation. Pour les pilotes, pour les hôtesses, pour le personnel au sol et surtout pour le personnel en charge du refueling. Le contenu de ces manuels de formation est la pierre angulaire du système. Jamais personne, du pilote au personnel de sol, ne va remettre en question un manuel de formation. Alors, que mettent-ils dans les ailes ? Eh bien, il va nous falloir le découvrir. Merci de votre attention et à très bientôt sur ITV.